Salut tout le monde et bienvenue à Ici c'est Hockey, bienvenue à ce mercredi des collaborateurs présenté par Sapristi Communication, agence de communication multiservice. Et je salue mes deux confrères chez Sapristi, William Gervais et Félix Voyer. Yes sir, Miller, les boys, Sapristi Communication pour médias sociaux, organisation d'événements, toutes sortes de choses, production de vidéos, prise de photos, etc., etc. Tout ce qui est attrait aux communications, aux médias numériques, médias sociaux. Faites-nous signe, Sapristi Communication. On est la référence pour cela. Notre collaborateur Félix Voyer, aussi mon partenaire chez Sapristi, est notre premier ce soir. Il est le premier à passer à l'émission. Et là, j'ai une petite anecdote à vous conter, alors que Félix va se joindre à nous dans les prochains instants. En partant à l'émission de ce soir, pardonnez le retard. Salut à Chad, toujours fidèle dans le chat. Salut mon Chad, j'espère que tu vas bien. Donc là, j'ai parti un live sur le compte du Collège de Stade-Blondin il y a à peine une minute ou deux, en pensant que j'étais sur le compte d'Ici Hockey. Vous savez, la vie de gestionnaire de communauté, des fois on se trompe de compte. Fait que là, tout est réglé, je suis sur le bon compte, puis on a passé proche d'avoir une petite catastrophe là. Sur le compte du collège, on fait ouais. Ici c'est quoi donc à soir? Non, finalement, non. On est de retour sur le compte de Ici Hockey. Et je salue mon collaborateur et partenaire chez Sapristi, Félix Voyer. Comment ça va, mon chum? Salut, Matt. Ça va bien, et toi? Bien, merci, bien, merci. Je ne sais pas si tu as entendu ma petite anecdote là, que je suis en train de raconter. Écoute, j'attendais de voir que Ici c'est Hockey tombe en live Instagram. Puis j'ai vu une notif via notre compte de Sapristi Communication. Ben oui, qui est abonné au Collège de Stade-Blondin. Ben oui. Fait que là, j'ai vu ça, puis je me suis dit, bon, oups. C'est ça que ça fait, comme tu disais, hein? Avoir plusieurs comptes Instagram. Pas grave, moi, j'ai vu ça, je la trouvais bien drôle. Je me suis dit, je vais la compter. Là. Ben oui. Parce que sur le coup, j'ai fait, pas le bon logo en haut à gauche. J'ai fait, en tout cas, la situation est rétablie. Là, mon petit trépied est un petit peu bas. Bon, c'est mieux comme ça. La situation est rétablie et on est là. C'est ça qui est important, Phil. Et là, ton mandat ce soir, le gars du Vibe, avant de rentrer dans nos sujets, pardon, là, j'allais trop vite. On va présenter ce qu'on boit ce soir. Je te laisse y aller en premier parce que d'après moi, tu vas aimer ma sélection. Ah ouais, OK. Ouais. Ben moi, ce soir, tu sais, la dernière fois qu'on s'était parlé, c'était ma tante transformée en Mathieu pour souligner ton anniversaire. Ouais. Là, ce soir, c'est plus simple, une petite 90 calories, là, la petite ultra, la Michelob. Je sais jamais comment la prononcer. Michelob, je pense. Michelob, en tout cas. Elle est bien bonne. Écoute, Phil, moi, j'ai choisi ce soir d'être fun. Oh! Ce soir, alors que mon trépied ne tient pas, il ne veut pas rester haut, fait que là, je vais le mettre plus haut. Comme ça, il va descendre, puis ça ne s'arrêtera pas. Ce soir, du vin, parce que ça me tentait d'être cocasse. Puis, on a quand même eu des bons moments lorsqu'on présentait nos reuvages. J'aime ton concept. Fait que je me suis dit, pourquoi pas? Fait que là, attends, là, pas 56 000 vins. Là, je vais ouvrir ça en direct. Un beau bouchon dévissable. Fait pour la télé. Pas d'ouvre bouteille de vin. J'aurais tué l'air fou. Hein? Et en dessous de mon bouchon, ça arrêté un bouchon. J'ai même pas regardé. Fait qu'on voit pas, là. Une belle petite coupe. Pendant que tu débouches la bière, ma coupe est toute sale, mais ça, on le voit pas un peu. Pas grave. Et voilà. Donc, je pense qu'on peut y aller avec un santé. Santé, mon Matt. En plus, un beau verre à bière. Oui, moi, je suis un gars de du vin blanc, il fait beau, fait chaud, c'est super pour ça. Exactement. Oui. Santé, Matt. Cheers, mon gars. Très bon, fun. C'est parce que, funny. Comme t'es le gars du vibe, ben, tu sais, je me suis dit fun, en tout cas. Fin de la parenthèse. Si jamais vous écoutez ça avec nous en direct, prenez un petit verre à notre santé. Mon trépied ne veut vraiment pas rester. Je vais suivre comme ça. Phil, ce soir, on parle des 3 autres séries, excluant celle du Canadien, qu'on va aborder de fond en comble avec notre collaborateur Simon Bédard qui va être là pour une 3e semaine consécutive. Et là, je donne mes explications en direct. C'est pas du favoritisme. C'est juste que Simon, il a sa passe pour le Centre Bell, puis il est sur place. Fait que, je me dis, ça prend quelqu'un qui est là pour nous raconter ce qui se passe. Mais là, on a du pain sur la planche, Félix, parce que les 3 autres séries, c'est pas du mauvais hockey. Et là, je vois Anthony Pilote qui dit « Je prends un chèque à votre santé, mes talents. » Cheers, mon gars. Cheers.
Yeah. Merci d'être avec nous sur le live ce soir. Donc, Phil, on commence avec la série qui est terminée. Ouais. Le Lightning de Tampa Bay ont battu les Ouragans de la Caroline en 5 matchs. Hier, victoire de 2-0 des Hurricanes. Le Lightning est trop fort, Phil. Le Lightning est trop fort, mais, et je dis bien mais, parce qu'on trouve toujours une raison pourquoi notre équipe perd. Hein? Ça, c'est les fans des Hurricanes qui ont enquêté là-dessus. La LNH au complet en fait. Mais le Lightning de Tampa Bay est 17 millions et des poussières en haut du plafond salarial au moment où on se parle. Mais il n'y a pas de règlement de plafond salarial en séries éliminatoires. Donc, l'équipe n'en ferait aucune règle présentement, selon les règles qui sont en vigueur. Et tout est legit, si vous me prêtez l'expression, selon les règlements. Sauf que ça fait jaser, et avec raison. Tu penses quoi de cette situation-là, Phil? Ben écoute, quand on avait décidé de parler de ce sujet-là dans notre live de ce soir, c'est ça. On avait vu, ça sortait dernièrement là, dans les médias, que ça soit sur Instagram. Moi, c'est sur Instagram que je l'ai vu personnellement, que le Lightning était 17 millions over la masse. Puis qu'en série, tu as le droit d'avoir ça. Moi, je trouvais qu'à la base, que c'était un non-sens. Parce que l'équipe du Lightning, en saison régulière, sans Kucherov puis les autres joueurs qui étaient blessés à ce moment-là, qui sont revenus pour les séries éliminatoires, ben là, c'est 2 clubs complètement différents. On s'entend que l'équipe du Lightning reste que c'était une très bonne équipe. Là. On s'entend là-dessus. Absolument, il était déjà fort, c'est ça. C'est ça, exact. Mais là, imaginez le Lightning, 17 millions vers la masse. C'est sûr que, tu sais, au bout de la ligne, dans une série 4-7, il y a un avantage de 17 millions sur une équipe, c'est quand même pas à négliger. Là. Puis comme qu'on se parlait un petit peu plus tôt aujourd'hui, moi, je trouve que c'est un non-sens. D'un autre côté, comme que tu m'apportais comme point, Julien Brisebois passe un petit peu pour un génie là-dedans. Parce que lui, il a regardé tout ça d'un œil extérieur, puis il a dit « OK, ouais, on va manigancer ça d'une façon que on puisse jouer les séries avec une équipe qui, en saison régulière, ne peut pas jouer. » Écoute, moi, je vois ça, pour moi, c'est du smart management. Je suis d'accord avec le fait que c'est un peu antisportif, on s'entend. Le gars est blessé toute l'année et par miracle, il est à 100% pour le début des séries, meilleur pointeur de la ligue. Et il arrive dans les séries, puis on s'entend que ça n'a pas pris de temps à revenir aux joueurs qu'il était. Écoute, mettons, là, ils n'ont pas triché sans convalescence pour qu'il soit prêt pour le début des séries, OK? Il était déjà prêt, là. Ouais. Cet addon-là arrive, fair enough, mais moi, je trouve que c'est vraiment du smart management, de la gestion intelligente, là. Je vais parler en français sur ce podcast francophone. De la part de Julien Brisebois, qui est un avocat de formation. D'après moi, là, il a sorti le bottin de règlement, là. Puis il s'est dit, là, moi, j'ai des problèmes d'argent, là, mais allez lire chacun des articles concernant le plafond salarial. Ben oui. Non, mais c'est vrai. Puis, je suis pas en train de dire que Kucherov n'était pas blessé et qu'il s'est arrangé. Pas du tout, là. Le gars avait clairement une blessure, il y a une intervention chirurgicale. Ben oui, il a eu sa convalescence, c'est bien correct. Mais le Lightning savait parfaitement qu'ils allaient faire les séries et que ce scénario-là allait finir par arriver. Fait que c'était prévu d'un sens. Alors que ça fait des mois qu'on est conscient que ça peut arriver. On savait que le Lightning allait faire les séries, là, à moins d'une catastrophe, là, littéralement. Puis là, s'il gagne, mais je veux dire, on va juste parler du match à la remontée. Là. Ceux qui sont amis avec moi sur Facebook, vous avez vu, j'ai partagé 3 buts de ce match-là, le Lightning, qui perdait, qui l'a finalement apporté 6-4, vraiment un duel très offensif. Puis écoute, là, le but de Kucherov, son snipe, après ça, le game tying goal, un one-timer de Stamkos, puis le game winner, Kucherov à 2 contre 1, fait une shot de ballon au balai, un manque de respect total dans un but de même. Puis un méchant snipe, là, mais dans le sens, avec une désinvolture, là, le gars absent toute l'année, il vient faire péter le plafond. Écoute, c'est quelque chose. C'est juste taper dans la rondelle, tu sais, d'une façon... Absolument. Puis tellement naturel en même temps. Exact. Mais ce gars-là a vraiment une désinvolture. Même son snipe, là, tu le vois tourner là, au haut du cercle, là, mettre la rondelle pesante au filet, là, puis je veux dire, il sait là, qu'il y a un sac dans le cheese. Là. Il y a quelque chose avec ce joueur-là, Nikita Kucherov, qui, tu sais, il est spécial. Il arrive en série, meilleur pointeur, puis enlevons les règles de plafond salarial. Cette équipe-là est incroyable parce que la simple et bonne raison, il y a 2 raisons selon moi. Oui, ils sont talentueux, mais 2,
la formule a été testée et elle fonctionne. Ils ont gagné la Coupe l'an dernier avec presque le même noyau. Fait que les gars savent que s'ils font leur boulot, tout est possible, là, ils peuvent avoir du succès. Donc, pardon, d'après moi, ils vont être très difficiles à arrêter. Et est-ce que c'était arrivé, sais-tu, Matt, c'était arrivé une autre fois dans la Ligue nationale, dans l'histoire, qu'une équipe dans les séries arrive puis explose le plafond? Puis... En haut du plafond, c'est sûr. Ça, je suis convaincu qu'en haut du plafond, c'est déjà arrivé. Mais écoute, de 17 millions, là... C'est ça, c'est quelque chose. Je crois pas, là. Honnêtement, là, je crois pas, non. Qu'à ce point-là, c'est déjà arrivé. Mais ça montre à quel point, tu sais, le hockey, en dedans de 10 ans, est devenu une business de virgule, là, on va dire ça comme ça. Tu regardes l'espace, ben oui, mais de chiffres, mais je dis de virgule parce que si tu regardes l'argent Canadien libre sur le plafond du Canadien, écoute, là, on joue avec quelques cents, quelques mille piastres là, pour... On peut-tu monter ce gars-là? Non, il fait 925 000. On va préférer lui à 825 000 parce que ça va fitter sur le plafond. Tu sais, au hockey, quand on commence à compter les 100 000 là, pour être sur le plafond, on est à côté par à peu près. Là, ça a été la situation du Canadien. Fait on en a entendu parler, mais le point étant que dans les 10 dernières années, les équipes se sont arrangées, pas tout le monde, parce qu'il y a un plancher puis un plafond, puis c'est pas tout le monde qui a le budget d'aller jusqu'au plafond. Mais il y en a de plus en plus. Là. On a vu une parité dans la LNH, puis écoute, il n'y a pas d'équipe. C'est pas comme au baseball, là, où tu as une équipe qui a un plafond qui a pour 300 millions de joueurs, puis une autre qui en a pour 20 millions. Là. On a relativement une parité, puis des contrats assez semblables d'équipe en équipe. Tout le monde est bâti autour de... Tu sais, pas mal chaque équipe s'en vient avec sa super vedette, puis avec une équipe compétitive. Là, si tu regardes le Canadien là, qui est terminé dans les bas-fonds... dans les dernières années, présentement dans le corridor, c'est avec, oui, une équipe améliorée, mais quand même, c'est un noyau de joueurs, ça revirait vite, là. Ça a fait une victoire en série l'an dernier. Donc, tout ça pour dire, en haut du plafond, c'est certain que c'est déjà arrivé, mais là, d'après moi, c'est un coup calculé de A à Z, comme je te dis, parce que tu regardes ça, tu te dis, c'est sûr que Kucherov, devrait pas techniquement manquer plus qu'un an, devrait être disponible pour les séries qui sont exactement dans un an, parce qu'il s'est fait opérer direct à la fin de la saison dernière. Puis, il a fait toutes ses acquisitions en conséquence, là. Écoute, il n'est pas 8 millions. Il n'y a pas juste le salaire de Kucherov, là. Il est 17 millions. Fait, dans le sens, ça a vraiment été compté. Tel gars peut pas être dans le line-up, est à tel endroit, puis pouf, quand ces règles-là tombent pour les séries, on les monte. En même temps, est-ce que ça ajoute un peu de piquant? C'est-à-dire que si plusieurs équipes se mettent à jouer cette game-là, est-ce que ça pourrait faire que, justement, c'est un peu un bijou en termes de gestion. Est-ce que ça pourrait faire que d'autres équipes, par différents termes contractuels, acquisition à date limite des échanges, je ne sais trop, parce qu'il y a des échanges à 3 équipes, là, il y a 10 ans, on en voyait là, une par 5 ans, mais là, ça arrive, là, parce que c'est toutes des questions de plafond salarial. Fait que, je sais pas, je trouve que le fait que ce soit 17 millions, c'est un peu flabbergastant, tu sais. Mais d'après moi, ce règlement-là, au courant de l'été, les partisans de Hurricanes l'ont un peu mis d'en face de la Ligue nationale. Il faut que la Ligue fasse quelque chose, tu sais. Avec raison. Fait que cet été, je ne sais pas s'ils vont réviser dans les grands meetings qu'ils font avec les directeurs généraux de chacune des équipes. Je ne sais pas comment que ça fonctionne, mais d'après moi, ce règlement-là... tu vois, il y a Andrew Mitchell qui nous demande ça dans le chat. Pensez qu'il va y avoir une nouvelle règle par la NHL pour contrer ce règlement? Ben, d'après moi, ça serait la moindre des choses, à moins que... Moi, je pense qu'il y a vraiment 2 pensées qui sont complètement différentes. Est-ce que la LNH veut dire, ben, les règles sont les règles, et puis là, je vois beaucoup de commentaires dans le chat. Merci de participer, vous êtes super le fun. Est-ce que les règles sont les règles? Et en série, c'est comme ça, il n'y a pas de plafond. Donc, c'est quand même un addon, là, dans le sens que le Lightning n'aurait pas pu faker la blessure de Kucherov pour que ça fonctionne. Quand un gars sur la liste des blessés, la Ligue nationale vérifie. Là. Fait qu'il faut que les joueurs soient vraiment blessés. Fait qu'en même temps, si ça donne que tout le monde est sur la liste des blessés pendant un X moment, puis pour les séries, tout le monde est en santé. On s'entend que le timing il y a vraiment différentes manières de voir ça. C'est sûr que 17 millions, là, je vois King Jesus qui dit c'est du n'importe quoi. C'est sûr que c'est tellement d'argent. Je vois Will Diotto aussi qui dit j'ai pas vu le pourcentage. C'est 21. C'est 21,25% de plus. Écoute, c'est 1/5 de plus. C'est quelque chose. Oui. Il n'y a pas un joueur qui coûte 17 millions présentement dans la Ligue. Ça donne une idée. Si tu pourrais te payer le meilleur joueur de la Ligue en plus de ton équipe actuelle, techniquement, qui est seulement disponible pour les séries. Fait que je veux dire, en tout cas, il y a tellement de paperasse
qui a fait en sorte que le Lightning ait été capable que ça fonctionne, parce qu'il n'y a pas de plafond salarial en série, mais je veux dire, c'est plus compliqué que ça, là. Ils ont quand même eu tous leurs joueurs sur leur roster avec leur gros salaire toute l'année. Et il a fallu qu'il y ait des gars sur la liste des blessés, des gars du patentage, là, vraiment de la gestion administrative pour faire en sorte que ça respectait, puis pouf, en série, tout ça est tombé. Mais je veux dire, tu regardes le King Jesus qui dit « Je suis toujours dans tes rêves. Si tu veux mon vrai nom, c'est Benjamin. » Parce que moi, je vois juste votre username, hein? Fait que tu cliquais sur King Jesus. King Jesus, c'est pas pire. King Jesus, c'est pas pire, puis je trouve que ça te fait un petit nom spécial. Fait on va garder ça comme ça, mais gars, si je dis Ben aussi, tu vas savoir que je parle de toi, Ben. Merci de toujours écrire. En passant, Benjamin, c'est super gentil d'être dans les lives. C'est vrai que tu es toujours là. C'est vrai que tu es là. Je vois souvent tes mots. King Jesus est dans la place, mais tu sais, des fois, dans les entrevues, j'ai pas le temps de le plugger, mais là, on est plus mollo avec les collabos. Bref, pour reprendre où on était, parce qu'on va enchaîner à la prochaine série dans quelques instants. Fait que c'est une situation qui fait beaucoup jaser. Ouais. Je vois les commentaires dans le chat. Ça fait beaucoup jaser. Il y a Chad qui dit 1 million, ça aurait été correct, mais 17 millions, c'est exagéré. Définitivement. Puis je vois Jean-Luc qui dit moi aussi, je suis toujours là. C'est vrai. Ça fait des jaloux, Matt. Vous êtes toujours là. Vous avez juste à le dire que vous êtes là. Ça me fait plaisir de vous plugger. Moi, j'aime ça avoir des fans assidus là, comme vous autres là, du podcast. Là. Avalanche Montréal, vous y croyez. Ça, on en parle tantôt avec Simon. Sinon, on va manquer de temps. Moi, je te laisse bientôt. Je vais écouter mon club. Oh, toi, t'es un fan des Bruins. Ben oui. Go Bruins, go. Puis justement, on va enchaîner avec cette série-là. Parce qu'on a beaucoup parlé de cette série Lightning. On a peu parlé des 15, mais je veux dire, une seule victoire, puis ils ont été décevants. On va juste aller comme ça. C'est dommage quand même parce qu'ils ont une belle équipe, mais pour les années à suivre, les jeunes vont, comme Aho, Svechnikov, vont prendre l'expérience là-dedans. Ils sont pas dans le trouble, là. Non. Je suis pas inquiet pour eux pour les prochaines années. J'ai vu un commentaire tantôt, il disait, je crois justement que c'est King Jesus qui le disait, que David Rice, le gardien qui était venu la remplacer l'année passée, aurait pu sauver la mise pour les Hurricanes. David Harris, Harris, c'est ça. Oui, exactement. Puis juste un petit dernier mot sur cette série-là. Je ne sais pas si vous avez vu ça passer, mais c'est un petit fait intéressant. Le coach des Hurricanes, Rod Brindamour, a dit à André Vasilevski dans la poignée de main, ils se sont parlé longuement, et il a dit à Vasilevski, c'est ce qu'il raconte après en entrevue, que Vasilevski, il n'a jamais vu un gardien changer l'issue d'un match comme ça depuis Dominique Hachek. Ça fait quand même quelques années. Là, on l'a connu avec les Wings en fin de carrière dans notre enfance. Mais tu sais, Dominique Hachek avec les Sabres, c'était quelque chose. Là. C'était quelque chose. Puis c'est vrai qu'il changeait des matchs. Rod Brindamour a dit ça à Vasilevski, puis il a dit, pour moi, c'est un des meilleurs de la Ligue, et je le pense vraiment. Deux choses à propos de ça rapidement. Quelle classe de lui dire ça, et quelle classe de le partager avec les médias et de le dire publiquement. Je le pense sincèrement. C'est là qu'on voit qu'il y a beaucoup d'adversité dans le sport professionnel, mais il y a aussi un respect mutuel qui est énorme. On le voit dans ce genre de commentaires-là, mais bref, c'est super intéressant. Et puis, tu sais, Rod Brindamour, c'est un gars qui est authentique, qui est vrai, puis qui dit les choses telles qu'elles sont. Là. Absolument. Donc, lui, il est arrivé, puis c'est ça qui s'est passé, puis c'est ça qu'il a vu. Puis c'est vrai que Vasilevski, c'est tout qu'un gardien. C'est quelque chose. C'est de la nouvelle génération... Pas mal de meilleur parce que là, c'est pas comme Price. C'est différent, là. On les compare pas parce qu'on s'entendra pas d'avant. Ouais, c'est ça. On va en passer sur l'autre sujet. Moi, je trouve un défendeur de Carey Price. Mais je pense que lui, quand il était jeune, il devait regarder le petit Carey goaler. À voir comment il goal. Il a un peu le même schéma de gardien que le petit Price. Bref. Là, King Jesus nous pose une question qui nous permet de bien enchaîner. Swimmin au race numéro 1 à Boston l'an prochain. C'est même pas une question, là. Puis explique-moi, Benjamin, qu'est-ce que Tuukka Rask fait dans le net ce soir? Qu'est-ce qui a passé à travers la tête de Bruce Cassidy? Et là, au risque de me faire fustiger après le match, honnêtement, cette décision-là, c'est du coaching comme j'aime. C'est une décision assumée. C'est Rask all the way. Ça va. Ils vont avec ça. Mais tabarouette, avec ce que Cassidy a dit après le match 5, que c'était les Saints de New York de l'autre côté, parce que les arbitres ne callaient rien contre les Islanders. Quand ils On est de retour? Oui, j'ai perdu le dernier bout, mais là, on est de retour. Là, on est de retour. Je parlais de la décision de mettre... Là, je vois qu'il y a juste une décision ridicule. C'est sûr. Selon moi, c'est aussi pas la meilleure des décisions. Je pense que ce qu'il faut comprendre de tout ça, c'est que les Bruins ont une combinaison gagnante dans les dernières années. C'est un gardien qui a eu du succès, qui a montré qu'il était capable de rebondir. Je vois Jean-Luc qui dit « Tuukka Rask s'est rendu jarré ou quoi? » Ouais.
Là, il dit les pires arbitres lors du dernier match, good, mais j'étais en train de parler de ce qu'a dit Bruce Cassidy, qui a dit les Saints de New York de l'autre côté, parce que les arbitres ne collaient rien contre eux. Puis écoute, ils ont donné 5 buts, là. Je comprends, là. Puis Rask n'a pas été le meilleur. Ils ont donné 5 buts. Le powerplay des Islanders roule à 40% depuis le début de la série. Écoute, je vois King Jesus qui dit Swayman est notre numéro 1. Et moi, je suis complètement d'accord avec ça, là. Moi, je lui donne le filet parce que, écoute, c'est fait marquer direct quand il a embarqué dans le dernier match, mais il a dit que Rask était blessé, avec des blessures incommodantes. En tout cas, drôle de décision, mais à suivre, à suivre. Qu'est-ce que tu penses de ce match-là, Phil? Parle-moi des Islanders. Oh, vas-y, t'avais une question, excuse-moi. Penses-tu que, tu sais, est-ce que c'est Rask qui tu sais, Rask est quand même rendu un vétéran, qui est quand même, qui a quand même fait rouler sa bosse dans la ligue. Est-ce que c'est lui qui a dit que je veux jouer malgré mes blessures? Est-ce que lui est allé voir le coach et a dit... En même temps, ce gars-là est parti dans le l'an dernier, là. C'est vrai. Moi, c'est pas lui qui décide, là. Non, c'est vrai. Puis, mais tu sais, est-ce que les Bruins, ils ont donné le filet à soir par respect pour ce que je sais qu'il faut gagner, là? Ben oui, la question se pose, là. Mais tu sais, le coach, on n'est pas... Si c'était le Canadien, on pourrait plus analyser, là, mais c'est sûr, tu sais, Tuukka Rask, là, c'est quand même pas un 2 de pique. Moi, c'est pas mon gardien préféré, là, mais tu sais, je veux dire, c'est quand même un gars qui a eu des mauvaises séquences, qui a rebondi de nombreuses fois. C'est probablement un des meilleurs gardiens de l'histoire des Bruins. Tu sais, je veux dire, tu veux gagner une Coupe Stanley, même si Price a un mauvais match, tu sais, est-ce que tu le remets? Oui. C'est un peu leur, c'est pas Carey Price, c'est leur Carey Price à Boston. C'est le gardien numéro 1 depuis des années. Moi, la seule chose qui me fait douter, moi, je dirais all the way, ce que tu dis, je serais d'accord, mais le fait qu'il soit parti dans la bulle l'an dernier, même si c'est pour des raisons familiales, je comprends, là, mais je veux dire, on est là pour gagner la Coupe Stanley ici, là, il y a toutes sortes de choses qui se passent, mais écoute, il faut que tu sois soldat avec ton équipe, ça c'est mon avis, on partira pas un débat là-dessus, là, mais tout ça pour dire, il quitte, laisse un peu son équipe dans le pétrin, puis là, je vois King Jesus qui est fâché après Rask, là. Du Rask nous fait des fois. Non, mais c'est sûr qu'être un fan des Bruins, je suis frustré aussi, là. Puis là, en plus, le coach fait confiance. Moi, j'adore Bruce Cassidy comme coach, pourtant, mais moi, j'ai trouvé ça... D'après moi, les Bruins perdent à soir. Un coach qui passe son cool de même en série, là, en entrevue. Puis écoute, tu as donné 5 buts, je comprends qu'il y a eu des powerplays, puis ils ont marqué sur les powerplays, mais vous n'avez même pas donné 5 shots, il y a 5 rondelles qui sont rentrées dans le filet. Il y a toutes sortes de choses qui peuvent arriver dans un match de hockey, mais tu ne peux pas gagner un match si tu donnes 5 buts. Peu importe les raisons pour lesquelles tu as pogné des punitions. Écoute, les Bruins ont presque remonté, mais ça n'a pas été le cas. Puis moi, je préfère des réactions plus sobres d'un coach qui pète sa coche, casse un hockey dans la chambre, qui arrive devant les médias et il monte un certain contrôle. Moi, j'ai senti Cassidy en mode panique là, après le match 5, frustration de encore un peu sur sa fin. À suivre si est-ce que lui, tu sais, ça fait-tu partie de sa stratégie de d'avoir mis ce show pour... Je sais pas, tu sais, peut-être, je sais pas. C'est lui, 25 000 $, c'est pas grave. Ouais, lui, c'est ça. Il s'est peut-être dit, bon, je vais faire une petite déclaration à ses arbitres. Ça a peut-être mis le feu au gars, là, tu sais, je sais pas. Je pense que, tu sais, il y a quelque chose de... En même temps, en série, tu veux créer quelque chose. Les Bruins s'effondrent un peu. Les Islanders ont eu leur numéro dans le dernier match. Il s'est peut-être dit, je vais faire quelque chose pour brasser la soupe. Ça va peut-être être le déclic que ça prend. Mais à New York, ce soir, un aréna presque plein. Les Islanders, c'est l'aréna où ils ont gagné leur coupe. Là. Le vieil aréna, le Nassau Veteran Memorial Coliseum. Ça va être difficile pour les Bruins, même s'ils ont une excellente équipe. Mais je pense... que si Boston, ça on en a parlé un peu en préparation, si Boston gagne ce soir, amène un match 7 à Boston, cette équipe-là qui s'est rendue très loin dans les dernières années, et d'après moi, elles l'échapperont pas là, contre Canada. Je peux pas croire, en tout cas. Mais c'est ça, comme puis si ce soir, tu sais, je regardais un petit peu, ma télé est à TVA Sport, puis je regardais l'aréna... justement, ils montraient des images des fans des Islanders avant le match, là, ce qui commence dans justement quelques minutes. Là. Puis, c'est quoi? Ils sont rendus à 12 000, 15 000 partisans, eux autres, là-bas, quasiment full capacité. Là. Ça paraît même pas qu'il manque du monde tellement. Non, c'est ça, exact. La façon qu'ils arrangent ça, tu sais, ça a l'air full. Honnêtement, les Islanders ont des bonnes chances d'emporter ça à soir. Puis comme tu dis, si les Bruins réussissent à l'arracher à soir, ça s'en va en 7, puis d'après moi que ça va pencher du côté de Boston. Mais
Mais bref. Mais, puis un petit mot sur les Islanders avant qu'on enchaîne sur la dernière série, peut-être ceux qui implique le futur adversaire du Canadien. Un petit mot sur les Islanders. Léo Komarov sur le premier trio. Ça c'est quelque chose que moi, je trouve charmant. Puis on en parlait en préparation, Phil, tu faisais un très beau lien. Tu dirais, tu m'as répondu quand on parlait de ça. Oui, mais c'est Lekonen qui joue sur le premier trio à Montréal. Puis, regarde, ça fonctionne bien. Absolument. Puis Komarov fait bien son boulot. C'est un gars qui connaît son rôle puis qui a beaucoup d'expérience dans la Ligue nationale. Mais tu sais, c'est quand même cocasse de voir cette équipe-là avec un premier trio, Jordan Eberle, qui n'est pas le joueur qu'on aurait pensé qu'il est, Matt Barzal et Léo Komarov, que des vétérans presque dans cette équipe-là. Exact. À part Barzal, Beauvillier, Dobson, sinon ce sont que des vétérans. Le gardien Sorokin, qui n'est pas le partant. Mais drôle de composition, puis étrangement, ça ressemble un peu à celle du Canadien. Exact. Puis c'est comme qu'on disait, les Islanders, il faut que ça respecte le plan de match. Barry Trotz, il fait un plan à son équipe. Là, puis chaque joueur a son propre rôle. Un peu comme le Canadien, là, c'est ça. Puis, et si un joueur déroge de son rôle, ben là, c'est là que ça va commencer. Il faut que chacun sache sa tâche, chacun exécute sa tâche. Puis s'ils le font, ben ils ont des chances de gagner parce que c'est une équipe comme ça. C'est une équipe qu'il faut que toute l'équipe performe s'ils veulent gagner. Un peu comme les Canadiens. Absolument. C'est pour ça que le lien est là. Ce soir, ça va dépendre si les Islanders travaillent en unité de 5 ou s'ils veulent gagner. Mais parce que, puis aussi, un petit mot sur les unités spéciales. Là, on n'en a pas parlé dans la série Lightning Hurricane. En 5 matchs, Tampa Bay a 44 d'avantage numérique. Puis là, dans cette série-ci, les Islanders ont 40 d'efficacité jusqu'à maintenant. Très important. En série, c'est primordial. Ça fonctionne bien pour le Canadien, puis c'est loin d'être étranger à leur succès. C'est un peu la même chose pour les Islanders qui, dans le dernier match, n'ont pas eu beaucoup de lancers au filet, mais ont eu de nombreuses supériorités numériques. Et le jeu sur le powerplay, c'est on laisse Barzal trouver le jeu. On laisse prendre sa vitesse, tourner dans la zone. Il trouve quelqu'un, genre Jordan Eberle, qui est quand même, peut-être pas le gars qui est censé devenir, comme j'ai mentionné, mais qui est quand même loin d'être un très mauvais joueur, là. Un super bon joueur. Puis on a vu un superbe but lors du dernier match. Sur une belle passe de Barzal, justement. Puis, ce gars-là est dans son élément présentement. Puis, ça semble lui plaire que l'équipe soit bâtie comme ça, un peu autour de lui, alors qu'on ne lui met pas du tout toutes les responsabilités offensives, parce qu'il y a plein d'autres gars qui marquent des buts. La ligne de Beauvillier, là, ça roule au toast. Josh Bailey est en train de devenir finalement le gars repêché en première ronde qu'on s'attendait. Belle équipe, puis coachée vraiment avec assez complète. Un plan de match assez complète. Un quatrième trio solide. Clutterbuck au centre, Casey Cizikus, un éternel Islander. Même chose pour Matt Martin. Ça doit être quelque chose. Non. C'est sûr que la carte des Bruins ont de la misère contre eux. Puis on a vu Jared Tenordi se battre contre Matt Martin. Puis Tenordi a une combat de poids lourd. Martin n'a pas eu trop de misère. Là. Non. Fait que, bref, équipe bien bâtie, avec de nombreux vétérans. Puis on ne sait pas, tout d'un coup, on parlait un peu de ça aussi en préparation par rapport à l'expérience en série. Les Bruins en ont définitivement, à mon sens, un peu plus là, en termes de gros hockey de série, de matchs décisifs, que l'équipe très expérimentée des Islanders. Ils ne sont pas allés chercher nécessairement des vétérans qui ont de longues expériences en série, malgré quand même, tu sais, une finale de la Coupe là, pour les Devils là, avec Greeny et Zajac. Mais bref, tout ça pour conclure, à suivre ce soir. Ça va être intéressant. Puis, un petit mot en terminant sur ce que j'avais dit la semaine dernière avec FX. Moi, j'avais dit les Browns trop forts, oubliez ça, Islanders. Bon. Dans le champ, encore un champ bien raide. Fait que non, cette équipe-là est surprenante. Puis la force du système en série, l'équipe qui joue le plan de match, qui prend les devants, c'est dur à battre. Puis les Islanders font le même style de hockey, ils prennent les devants, ils ont donné plusieurs buts, les Browns sont revenus dans le match, mais ils ont toujours été capables de garder leur avance. Le premier but. C'est vraiment important en série, honnêtement, là, parce que l'équipe qui tire de l'arrière se fait après. En fait, l'équipe qui gagne bloque le jeu, après ça ferme le jeu, puis c'est tout. Là. On prend plus de risques, puis on s'active pour éviter d'avoir un surnom. Fait que, le moins de chance possible, puis après, je joue avec le gardien. Une petite toux du mercredi soir. Félix, dernière série maintenant. Avalanche, Golden Knights. Et là, cette série-là intéresse les Québécois pour deux raisons. Parce que les Nordiques sont les Avalanches du passé. C'est-à-dire que l'Avalanche du Colorado, les anciens Nordiques, ont gagné la Coupe Stanley en 96.
l'ont aussi gagné en 2001. Et là, on pensait, du côté des experts et des livres à Las Vegas, qu'ils étaient parmi les favoris pour remporter la Coupe cette année. Et là, on parle de finale avant la finale dans cette série entre les Golden Knights et l'Avalanche. Je peux pas dire que je suis en désaccord avec cette affirmation-là, mais, et je dis bien mais, l'Avalanche me déçoit un petit peu dans les derniers matchs. L'Avalanche me déçoit un petit peu. Je vois King Jesus qui dit une tout d'homme, ça c'est vrai. Une vraie tout d'homme. Bon match en passant, Bruins Islanders ce soir, toi fan des Bruins. Donc bref, l'Avalanche me déçoit un petit peu. Ils ont pris le contrôle de cette série-là et là, le retour de Max Patchfield à la fin de la série contre le Wild, ça a comme ravivé la flamme des Golden Knights. Puis c'est spectaculaire d'avoir une équipe qui tire de l'arrière tout le match, remonter, puis gagner. Puis ils ont fait ça 2 fois dans les 3 derniers matchs. Est-ce que Vegas est en train de jouer un tour à Nathan MacKinnon encore? Parce que là, Colorado, il va falloir qu'il gagne à un moment donné, là. Mais honnêtement... Pas de presse. Hein? Pas de presse, ils ont bien des jeunes. Là, tu sais, là. Mais honnêtement, je crois que les Golden Knights ont une équipe justement un petit peu plus expérimentée. Comme on disait, ils ont 3 capitaines dans leur équipe. C'est ça. Ils ont Pietrangelo, qui vient de gagner une coupe, comme qu'on se disait. Il y a Max Pacioretty et Mark Stone. Du Canadien et Mark Stone, leur capitaine présentement. Puis, donc, on s'entend depuis que Vegas est dans la ligue, ils ont plus que souvent, ils se sont rendus, ils ont été capables de se rendre un petit peu plus loin en séries éliminatoires. Donc, ils ont acquis de l'expérience là. Puis, c'est ça, comme tu dis, le retour de Max Pacioretty, on l'a ressenti quand il est revenu au match 7 contre le Wild. Il avait marqué. Puis, on se parlait du highlight goal qu'il avait fait. Je pense que c'est dans le 2e match ou le 3e match contre l'Avalanche. Tu sais, qui t'a grimpé en haut comme une vraie personne. Pas d'angle, là. Exact. Absolument. Fait que si... puis ils ont plus de profondeur, à mon avis, que l'Avalanche. Kadri qui est suspendu en plus. Il pitche à combien de game? Je sais pas. Il va-tu revenir? Si il y a un match 7... Il joue. Ouais. Ouais, OK, c'est ça. Mais bref. Est-ce que ça va se rendre là? Je sais pas. Est-ce qu'ils vont clore le débat demain? Moi, honnêtement, je pense que oui, on dirait qu'ils sont partis sur une lancée. Je pense pas mal que ça va être un duel Vegas contre Canadien en 3e ronde. Mais je trouve ça quand même le fun parce que, tu sais, il va y avoir le duel Fleury-Price. Si ça a lieu, ça va être un méchant duel de gardiens. Tu sais, il y a Price puis il y a Fleury. Fait que, juste à penser à mon père, il doit pas être le seul, là. Mais il aime beaucoup Fleury, moi, Price, là. Mais, tu sais, un Québécois dans le but, il y a l'histoire de l'ancien capitaine Max Pacioretty. Fait que si Vegas l'emporte, ça va être intéressant. D'un autre côté, si l'Avalanche réussit à remonter, c'est l'ancien club des Nordiques. Fait que dans tous les cas, je trouve que ça va être une série qui va être intéressante. Très dure à... oui. Très moi, j'ai dur. comme l'impression que si on a battu les Leafs, Philippe Danault joue contre la ligne de MacKinnon, tu sais, Avalanche sont battables. Là. C'est pas que le Canadien va battre l'Avalanche, là, mais ils sont battables. Ça va jouer. Là. C'est pas victoire automatique pour l'Avalanche. D'après moi, il va quand même avoir de l'adversité. Ça va être même difficile de prévoir un gagnant, de prédire un gagnant. Moi, ce qui me fait peur des Knights, c'est qu'on la connaît pas, cette équipe-là. On l'a jamais vraiment joué. Puis depuis la dernière fois qu'on l'a joué, ils se sont beaucoup améliorés. Ils ont ajouté Alex Pietrangelo, qui était la pièce manquante de cette équipe-là. C'était bien beau chez Theodore, mais il manquait un pilier à la défensive. Il n'a pas connu sa meilleure saison en carrière. Là. C'est quand même un gars qui vieillit un peu aussi. Et ça reste un excellent joueur de hockey qui est le capitaine de l'équipe qui a gagné la dernière coupe. Là. Fait tu sais, là, la dernière vraie coupe, là, avant celle du Lightning, ben, c'est une vraie coupe, là, mais en tout cas, on se comprend. Ben oui. Je pense que Vegas, c'est un adversaire plus coriace. Puis on peut terminer avec cette question-là dans le chat. Puis un petit fait intéressant, là, la ligne de centre des Golden Knights. Premier centre, Chandler Stephenson. Deuxième, William Karlsson, qui a eu une grosse première saison, là, mais à part depuis ce temps-là, ça va pas super bien. Troisième, Nicolas Roy, qu'on connaît, là, ceux avec qui j'ai fait ATM, on l'a vu. Toi de même. Félix et notre ami Zach Lavigne qui a joué avec lui, un joueur assez spectaculaire dans le junior. Premier choix dans le junior, échangé aux Sags.
Puis là, dans la Ligue nationale, il est en train de faire sa marque, lui, qui avait été repêché dans l'organisation des Hurricanes en 4e ronde en 2016, si je ne me trompe pas. Puis échangé aux Golden Knights dans la transaction impliquant, je pense que c'est Eric Haula, quelque chose du genre. Ah bref, mais ça... Nick Roy a quand même un gros rôle. Il joue avec Alex Tuch, tu sais... Comme troisième centre. Il fait des points, là. Ça exact. fonctionne, là. Et puis le 4e centre, un certain Patrick Brown. Who that? 29 ans. Je n'ai jamais entendu parler. Et ceux qui me connaissent, vous savez, je connais bien les joueurs de la Ligue nationale, même la Ligue américaine. Un gars de cet âge-là dont je n'ai jamais entendu le nom. S'il faut filer dans la nage, il y en a toujours quelques-uns, là. Quand même pas une encyclopédie, là, votre humble serviteur ici. Mais c'est spécial. Cette équipe-là a énormément de succès et elle défie un peu la fameuse loi de la ligne de centre, la ligne de centre. Donc, tout ça pour dire... Ses alliés, ses ailes, par exemple, c'est assez garni, merci. Et dans le net, c'est solide. Dans la défensive aussi. Fait que je veux dire, compare un peu avec le Canadien. Une bonne ligne de centre, mais elle est meilleure, notre ligne de centre. Elle est moins expérimentée définitivement. Mais en termes de talent, elle est meilleure. Nos alliés sont peut-être un peu moins bons, mais on a de très bons alliés. Une bonne défensive, puis un goaler moto, je vais donner avantage Price. Là. Fait que. Mais ça va être un méchant. En tout cas, ça reste à voir. Peu importe qui passe. Puis en tout cas, si vous voulez nous dire dans le chat en terminant, vous pensez qui, là, Vegas, Colorado, qui serait le meilleur adversaire pour le Canadien pour nos 2 dernières minutes, parce qu'à 40, on va se quitter pour nous rejoindre Simon Bédard, notre deuxième segment de la soirée. Mais en tout cas, petite dernière question en terminant. Qui des Golden Knights ou de l'Avalanche du Colorado serait le meilleur adversaire pour le Canadien? Là, Jean-Luc dit les deux. C'est sûr que, comme le dit si bien Bergie, il ne faut pas choisir son adversaire. Non, comme le dit si bien Ron Fournier, il ne faut pas choisir son adversaire. Les bons vieux classiques, là, les traditionnels, là, ils disent ça. Il ne faut pas choisir son adversaire. Ça porte malheur, puis je suis relativement d'accord avec ça. Je pense que, puis oui, c'est sûr, je vois Jean-Luc qui dit parce que je pense que l'un ou l'autre, les Canadiens s'en foutent, ils vont jouer leur jeu. Absolument. Puis les deux, tu sais, je veux dire, on vient de parler de la ligne de centre des Golden Knights. Oups, si on transfère à celle de l'Avalanche, Kadri de retour, là, c'est quand même pas mauvais, là. Kadri, McKinnon, Tyson Jost, tu sais, Kyle Soderberg, on commence à jaser, là. Kyle Soderberg, un des meilleurs de la Ligue dans le cercle des mises au jeu. C'est une excellente ligne de centre, ça, avec une équipe beaucoup plus jeune, mais c'est 2 équipes complètement différentes. Fait que je sais pas. Ça va être difficile. Puis en tout cas, je vais terminer sur cette petite affirmation. Non, vas-y, Phil. Ben, en fait, c'est ça. Moi, je pense qu'on aime, si je peux répondre à la question que tu poses, là, je pense qu'on serait mieux de pogner l'Avalanche en demi-finale. Peut-être pour les raisons qu'on a nommées. Là, moi, un petit peu moins d'expérience. C'est sûr qu'ils ont des gros joueurs, mais tu sais, un peu comme la grosse ligne qui est McKinnon et Rantanen, live, sont un peu... Landeskog joue avec eux, là. Oui, c'est ça. Qui est un peu muselé, mais tu sais, si c'est ça, si c'est ce trio-là vraiment qu'il faut en fait retenir, ben je pense que les Canadiens ont les outils pour, en ayant déjà éliminé, c'est ça, Matthews, éliminé. En ayant déjà contenu Matthews-Marner, c'est sûr qu'on n'a pas vu la ligne à Dano maîtriser la ligne à Scheifele pour les raisons qu'on connaît. Lui, il préférait prendre des petites vacances un petit peu plus vite que les autres. Bref, mais bref, c'est ça. Je pense qu'avec l'Avalanche, un club peut-être un petit peu moins complet au niveau offensif. Fait que peut-être une tâche plus facile pour les Canadiens de défendre si on finit par jouer contre l'Avalanche. Par contre, je pense que c'est Vegas qui vont gagner. Chad dit si c'est l'Avalanche, vos prédictions. Moi, je vais dire Canadien à 7 si c'est l'Avalanche. Puis il dit si c'est Vegas. Fait que si c'est l'Avalanche, je vais dire Canadien en 7. Si c'est Vegas, je vais dire Vegas en 6. Moi, je vais dire l'Avalanche, je vais dire Canadien. Je vais dire Canadien en 6. Okay. On va y aller dans le middle. Là, ils ont une série en 7, une série en 4. Ça va aller dans le milieu. Ouais, j'aime ça. Puis Vegas, moi, je veux que Price gagne une coupe. Fait que je vais faire mon fier partisan. Je vais dire Canadien en 7. Ouais, j'aime ça. Il est très possible. Là. J'aime ça, Phil. Puis tu auras l'occasion de nous parler de ta prédiction. J'ai bien... On pourra revenir sur nos prédictions. Puis en terminant un petit mot sur Grobauer, sous-estimé, je voulais justement conclure là-dessus. Le match de demain
c'est le match qui va déterminer si Philippe Grosbauer passe à la banque ou s'il passe à la grosse banque. C'est vrai. Si Grosbauer est tout demain, encore remonte, gagne, ça ramasse contre le Canadien, il y a une grosse série encore, et ce gars-là est dans l'élite de la Ligue. Si l'Avalanche perd, après le dernier match qu'il y a eu, où il s'est fait percer tous les bords, c'est pas de sa faute, là. Des super buts, là, les Knights les ont juste mangés. Pas le dernier match, mais bien l'autre d'avant, pardon. D'après moi, on va dire qu'il y a une bonne saison, mais ça risque de plus ressembler à un grand, mais c'est l'Avalanche en même temps, des gros contrats qui s'en viennent, ça va être à suivre. Mais bref, super intéressant. Ben, c'est ce qui conclut notre tour des 3 autres séries présentement dans la Ligue nationale de hockey. Un gros merci à notre spécialiste du vibe avec sa consommation à la main, bébé. On va se faire un chinchin, Phil. Un petit chinchin pour la fin. Santé, mon frère. Yes, sir. Merci, mon Matt. Toujours un plaisir. Yes, un gros merci. On se reparle très bientôt. Bon segment avec Simon. On va parler de ce qui dans le Sandbell, là. Ouais, lui, il a été témoin, là. Ouais, vous voulez restez là, tout le monde. C'est quelque chose. OK, salut tout le monde. À tout de suite. Salut, Matt. Yes.